Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité. Ce que je vais faire, ou essayer de faire, c'est de vous présenter une dizaine de propositions. J'appelle proposition une affirmation qui est plus qu'une hypothèse et moins qu'une certitude. Plus qu'une hypothèse parce qu'il y a des données empiriques qui permettent d'étayer ces affirmations, et moins qu'une certitude parce que le changement dont je vais vous parler est un changement qui est toujours en cours, parce qu'il faut du temps avant d'être sûr et certain de ce qu'on affirme. Donc ce sont des propositions. J'ai essayé de les décomposer d'une manière logique, cohérente, pédagogique, afin que l'exposé soit clair, allant du plus général au plus spécifique. Je vais donc pas commencer par parler de l'école, je vais commencer par parler de la société dans laquelle se trouve l'école, se situe l'école. Bien. Je vais donc énoncer ces propositions et puis les développer le plus clairement possible. La première proposition, je la formulerai comme ceci. Depuis 30 ou 40 ans, la société dans laquelle nous vivons a changé de modèle culturel. Bon. Donc, tout de suite, voilà un concept qu'il est important de bien comprendre. Un modèle culturel, pour le dire de façon simple, c'est un ensemble de principes qui disent, entre guillemets, qui disent aux gens, aux individus, aux membres d'une collectivité, de quelle manière ils doivent vivre pour pouvoir être considérés comme et se considérer comme ayant une vie bonne. Une vie bonne. Comment il faut faire pour être considéré ainsi, pour se considérer ainsi. D'abord, un mot de relativisme culturel. Il est évident, vous le savez bien, mais c'est pas mauvais de le répéter, que si vous étiez né il y a, mettons, 7 ou 8 siècles, ici, vous n'auriez pas la même idée de ce que c'est que la vie bonne que celle que vous avez aujourd'hui. Que si vous étiez né dans un autre territoire, dans d'autres cultures que la culture de l'Europe occidentale, vous n'auriez pas non plus la même conception de la vie bonne. Autrement dit, toutes les sociétés ont des modèles culturels, des conceptions de la vie bonne. Toutes les cultures proposent à leurs membres des conceptions, des principes auxquels il faut croire, si l'on veut mener une vie bonne, donner du sens à sa vie, dans le double sens du mot, c'est-à-dire une orientation et une signification. Si vous étiez né au Moyen-Âge, vous auriez sans doute voulu devenir un saint, enfin un bon chrétien. Si vous étiez né à Sparte au 5e siècle ou au 6e siècle avant Jésus-Christ, vous auriez peut-être voulu devenir non pas un héros justement, mais un bon soldat qui n'a peur de rien. Et vous auriez été éduqué pour ça. Et vous seriez, enfin du moins si vous étiez des hommes, mais les femmes avaient elles aussi un rôle très important dans cette société-là et un rôle très viril, c'est le moins qu'on en puisse dire. Si vous étiez né à Athènes, vous auriez voulu devenir un bon citoyen, mais sans doute aussi un bon soldat. Bien. Passant ainsi d'une société à l'autre, on pourrait définir quels sont ces principes. Quels sont ces principes auxquels que la culture inculque à ses membres, que la culture leur inculque, leur apprend depuis tout petit,
dans leurs relations avec leurs parents, avec leurs enseignants, avec leurs voisins. Alors, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais montrer, c'est que si, comme moi, vous étiez né en 1937, juste avant la guerre, et que vous aviez été socialisé dans un petit village du Brabant-Wallon, et que vous auriez appris une certaine conception de la vie bonne, une certaine façon de vivre bien, une conception de la vie bonne, que j'appelle modèle culturel de la modernité progressiste. Bon, appelez-le comme vous voulez, peu importe, la question n'est pas là. La question est que sous ce modèle culturel-là, on apprenait à croire et à valoriser un certain nombre de comportements, un certain nombre de principes auxquels on devait obéir. Et je dirais qu'il y en avait 5 qui qualifieraient la modernité progressiste. C'est d'ailleurs pour ça que je l'appelle progressiste, il convenait de croire au progrès, c'est-à-dire de croire que le destin de l'humanité, c'est de maîtriser la nature par le travail, par la science et par la technique. Donc voilà, tous ces mots ne sont pas sans importance, n'est-ce pas? Il convenait de croire cela, et il convenait de croire que grâce à l'effort que nous allions faire ainsi, par notre travail, par la technique et par la science, nous allions faire un monde qui serait meilleur demain que ce qu'il est aujourd'hui, donc qui serait en progrès. Il convenait de croire au progrès. Et le progrès, ça voulait dire ça. Et ça donc, ça valorisait un certain nombre de sous-principes comme la science, la technique, le travail. Il convenait de croire à la raison dans le double sens du terme. Raison rationnelle, la science, et donc la technique, et raison raisonnable, c'est-à-dire nous sommes capables de nous auto-gouverner comme citoyens dans notre société. Nous n'avons besoin ni de Dieu, ni de roi, ni d'empereur, ni de pape. Nous sommes capables de nous auto-gouverner à travers la démocratie. Et on s'est mis à croire aussi, à ce moment-là, que quand 51% d'une collectivité quelconque choisissait telle option, c'était eux qui avaient raison. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est précaire, ce critère de la majorité. Mais le fait est que la minorité obéit à la majorité. Et qu'on pense que c'est ainsi qu'on a une décision politique ou une décision bonne. Bon, c'est tout à fait précaire. Hein. On aurait pu croire aux choses, mais enfin, moi je suis sidéré quand je me rends compte. Je me dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à croire que 51% avaient raison sur 49%? Mais enfin, le fait est que c'est comme ça. Bon. Donc, deuxième principe. La raison, dans sa double acception, raison raisonnable, raison rationnelle. Bon. Troisième principe, l'égalité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux entre eux. Article 1, la première phrase de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1789, 24 août, Assemblée nationale française. Bon. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de différence à la naissance. Bon, quel que soit votre papa et votre maman, vous êtes égaux. Mais la deuxième phrase est terriblement importante, elle est au moins aussi importante que la première. Les inégalités ne se justifient que lorsque ce sont des inégalités d'utilité. Autrement dit, cette phrase vous dit, vous avez le droit à un traitement égal pour autant que vous soyez également utile. Tous ceux qui sont considérés comme également utiles sont égaux.
Les inégalités se justifient encore, mais plus pour des raisons de naissance, elles se justifient pour des raisons d'utilité. Autrement dit, il y a les plus utiles, les moins utiles, les pas utiles du tout, ou les inutiles, et même les nuisibles. Hein? Bon. C'est important parce que ça donne toute une hiérarchie le travail intellectuel est plus utile que le travail manuel. Un médecin, c'est plus utile qu'un boucher. Pourquoi? J'en sais rien, mais le fait est que les gens se sont mis à croire cela. L'égalité, donc. L'égalité formelle, plus ou moins destinée à devenir une égalité réelle. Une différence, parce que vous êtes égaux devant la loi, mais oui, d'accord, mais si vous êtes inégaux en réalité, cette inégalité est appelée, enfin, ou devrait en principe disparaître. L'égalité formelle devant, l'égalité réelle devant peu à peu rejoindre l'égalité formelle. Troisième principe. Quatrième principe, le devoir. Vous êtes là pour faire votre devoir, pour être un bon fils, une bonne fille, un bon élève, une bonne élève, un bon mari, un bon père, une bonne mère, une bonne épouse, un bon citoyen, un bon soldat, un bon. C'est-à-dire que vous êtes là pour remplir des rôles sociaux normés. Donc il y a des normes. Quand on est un bon élève, on ne copie pas sur son voisin, c'est une norme. Bon, il y a des normes. Donc la sociologie appelle norme une injonction de ce genre. On ne met pas ses doigts dans son nez. Hein? Donc si on ne le fait pas, toi non plus, tu ne peux pas le faire. Donc tu dois faire comme on. On, sujet de la phrase, tu dois faire comme on. Bien. Alors, un ensemble de normes, c'est un rôle. Les injonctions, la somme des injonctions qui font le rôle de mère, ça fait une bonne mère, c'est un rôle. Et quand on est une bonne mère, on est censé accomplir toutes les injonctions du rôle de mère. Et un ensemble de rôles, c'est une organisation. Une école, par exemple, une usine, un ensemble d'une organisation. Bon. Nous sommes là pour nous conformer à des normes sociales, des différents rôles sociaux, puisque nous en avons plusieurs, que nous remplissons dans la société. On est à la fois tout cela, père, mère, pas les deux, mais père ou bien mère, mais en même temps citoyen, et puis employé de bureau, et puis etc. On est beaucoup de choses à la fois, donc on remplit plusieurs rôles sociaux. Bien. Alors, le dernier principe, le cinquième, c'est la croyance en la nation. La nation, qui est la base territoriale sur laquelle tout ça est organisé, devient une patrie. Pas la première fois, mais elle devient une patrie, c'est-à-dire une sorte d'être auquel nous sommes obligés de croire et pour laquelle nous sommes supposés donner éventuellement notre vie pour la défendre. Et nous aurons notre nom inscrit en lettres d'or sur l'un ou l'autre monument aux morts de nos places. Hein? Si la pierre penche où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places. Déjà les souvenirs de vos amours s'effacent. Ça c'est Aragon dans une chanson de Ferré. Bien, donc 5 principes. Si vous croyez à ça, et si vous suivez les injonctions culturelles qui se déduisent de cela, vous pouvez considérer que vous aurez une vie bonne.